Le choix entre l'entreprise individuelle ou la SASU. Première partie. L'entreprise individuelle. Mais donc, il y a deux formes d'entreprise individuelle. On a l'EURL et la SARL. Ce sont des sociétés. Et il y a la SASU et la SAS qui sont aussi des sociétés. Alors, l'EURL, donc, c'est lorsqu'on est tout seul. La SARL quand on est à plusieurs. Et la SASU, pareil, quand on est tout seul. Et la SAS quand on est à plusieurs. Réellement, la SASU plus intéressante maintenant que l'EURL parce que l'EURL, en fait, on va être automatiquement travailleur non salarié. En fait, la SASU, elle est intéressante parce que justement, on n'est pas obligé d'être travailleur non salarié ou d'être salarié. On peut être rien du tout, on est juste PDG et on ne paye rien du tout au niveau de l'URSSAF. Alors, on va voir donc l'entreprise individuelle au niveau de la micro-entreprise. La responsabilité de l'entreprise individuelle, c'est exactement la même chose pour la micro-entreprise et pour l'entreprise individuelle. Encore une fois, en fait, souvent, on crée une micro-entreprise, on croit que c'est vraiment un statut à part, mais non, c'est une entreprise individuelle. Et tout à l'heure, il y avait cette question, est-ce que, en tant que dirigeant de micro-entreprise, on est assujetti au droit pénal et civil? Oui. Et il faut faire très attention à ça parce que il y a donc le droit civil et pénal des dirigeants d'entreprise qui est quand même bon, il faut le connaître, il faut le savoir. Alors en fait, pourquoi est-ce que ça devient intéressant l'entreprise individuelle? C'est il n'y a pas si longtemps que ça. Depuis 2022, en fait, la responsabilité de l'entreprise individuelle, que ce soit micro-entreprise ou entreprise individuelle normale, est uniquement sur ce que l'on appelle l'actif, c'est-à-dire le patrimoine professionnel. C'est-à-dire que votre responsabilité financière, hein, bon, en cas de faillite, on va pas venir chercher votre maison principale, vos livrets d'épargne, euh, alors qu'avant, les artisans, quand ils étaient en entreprise individuelle, eh bien, ils étaient responsables de leur maison individuelle, de leur livret d'épargne. Et s'ils faisaient faillite, eh bien, en fait, il y en a qui se retrouvaient sans rien du tout. Et donc, petit à petit, il y a eu des lois qui ont transformé ça jusqu'à faire que, donc, la loi du 14 février 2022, où il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit, en fait, parce qu'avant, il fallait passer devant un juge, enfin, il y avait plein de trucs à faire pour justement sortir de cette responsabilité individuelle. Donc maintenant, on est responsable que sur l'ordinateur. Si on a besoin de la voiture, si on est un artisan et qu'on a besoin de la voiture pour aller voir les clients, eh bien, la voiture va rentrer dans le patrimoine professionnel, mais c'est tout. En fait, si on a une maison, la maison ne va jamais être prise par les créanciers, même si on fait faillite. Donc ça, c'est vraiment très important. En fait, euh, cette loi donc de février 22 qui a permis donc de sortir de cette responsabilité financière. Alors, vous voyez, j'ai mis personne physique. C'est la micro-entreprise comme l'entreprise individuelle. On est personne physique. Ça veut dire qu'on va payer l'impôt sur le revenu. Alors, la comptabilité de la micro-entreprise, on sait, c'est très simple. C'est une comptabilité, on dit que c'est au forfait parce que, en fait, on va juste prendre un pourcentage sur les recettes. Pour commencer, c'est vraiment bien. Donc, il faut juste ouvrir un compte bancaire et je conseille de faire quand même un livre d'achat si on fait de la revente parce que, bon, ben, il faut suivre ses achats, voir est-ce qu'un jour je vais avoir intérêt à passer en entreprise individuelle où je serai au réel.
C'est ça la différence entre la micro-entreprise et l'entreprise individuelle. C'est que la micro-entreprise, je suis au forfait, donc au forfait sur mon chiffre d'affaires, sur mes recettes, alors que quand je suis au réel, je vais faire la différence entre les recettes et les dépenses. Donc, je vais prendre en compte mes dépenses. Et ça, c'est important. Alors, le micro-social, c'est là que c'est important, en fait, au niveau de la micro-entreprise, parce qu'on est donc en TNS, c'est-à-dire en travailleur non salarié. Mais, en fait, c'est spécifique parce que le calcul des cotisations sera sur le chiffre d'affaires. Les cotisations sur le CA, c'est le forfait dont je parlais tout à l'heure. Ce sont les cotisations de l'URSSAF. Et au niveau donc des impôts sur le revenu, on peut faire aussi un forfait sur le chiffre d'affaires. Bon, alors vous savez donc qu'il y a des seuils, donc selon que l'on est en vente, en service, etc. Donc, depuis peu, on a un congé de maternité et un congé parental. Et depuis peu, on a du chômage. Si dans l'année, on a eu moins de 10 000 € de chiffre d'affaires, on peut avoir un petit chômage. Bon, c'est quand même, c'est pas si mal. Alors là, je parle des débours, mais en fait, ça n'intéresse que ceux qui sont les carleurs, par exemple. Il faut savoir que quand on est en micro-entreprise, on peut acheter du carrelage et mettre ça sur le dos du client pour ne pas gonfler son chiffre d'affaires. Bon, je pense qu'il n'y a pas de travailleurs du bâtiment ce soir. Alors, le micro-fiscal, la fiscalité, donc au niveau de la TVA, en micro-entreprise, on est en franchise de base automatique, donc pas de TVA, OK? Et on a relevé les seuils il n'y a pas longtemps, donc le commerce 101 000 et le service 39 100. En fait, donc, euh, c'est à ce moment-là que l'on peut se demander, est-ce que je passe au réel ou pas? Alors, l'impôt sur le revenu, donc, on a la possibilité, il y a une option, on a la possibilité de faire un prélèvement libératoire de 1% à 2%, ça dépend, donc 1% pour les commerçants, 2% pour les prestations de services. Donc, un prélèvement libératoire sur le chiffre d'affaires, et comme ça, on ne le voit pas passer. Et le jour où on fait notre déclaration donc, de revenus, c'est déjà pris en compte. Donc, bon, c'est réellement, c'est une facilité. Le prélèvement libératoire, c'est bien lorsque euh, on est dans un foyer fiscal qui paye des impôts. Alors, si justement je fais ma déclaration et que je n'ai pas fait le prélèvement libératoire, à ce moment-là, donc, mon chiffre d'affaires va dans le revenu fiscal, mais avec un abattement. Ça, il faut le savoir, il y a aussi un abattement forfaitaire. Dans la micro-entreprise, tout est forfaitaire, hein. Et donc, parce qu'on estime dans le commerce, par exemple, il y a un abattement de 71%. C'est-à-dire donc qu'il va y avoir que 29% du chiffre d'affaires qui va être dans l'assiette imposable, qui va être considéré comme un revenu imposable. On va faire un abattement de 71%. Et en fait, vous voyez que les professions libérales, eh bien, on a un abattement que de 34%. Donc, la fiscalité des micro-entreprises, bon, ben, soit c'est comme on est en entreprise individuelle, donc je répète un petit peu, on est en entreprise individuelle, donc c'est l'impôt sur le revenu parce qu'on est en personne physique, en fait, et donc l'impôt sur le revenu, soit en micro-entreprise, on peut faire du prélèvement libératoire ou alors on le met dans l'assiette imposable. Et donc, à ce moment-là, en fait, il y a donc un abattement forfaitaire. Donc, le prélèvement libératoire, justement, on le paye en même temps que l'URSSAF. Comme ça, on ne le voit pas passer.
Et bon, ben, en fait, à la fin, lorsqu'on fait la déclaration d'impôt, bon, ben, en fait, on n'a plus rien à faire, tout est fait. Alors, donc, il faut vraiment que je change Pôle emploi. Mais non, c'est France Travail maintenant. Donc, en micro-entreprise, si on est indemnisé, eh bien, ils vont faire un calcul très savant pour savoir combien ils vont vous donner en indemnisation, donc par rapport au chiffre d'affaires que vous avez déclaré. Ça, vous le savez, hein, je pense, hein, si vous êtes passé par là. En fait, moi, j'ai essayé de simplifier ce calcul, mais il est vraiment très compliqué. Puis en plus, ça change tout le temps. Bon. Il faut savoir que ils ont un calcul très savant pour savoir combien ils vont nous donner en plus si justement on a un petit chiffre d'affaires par rapport à notre indemnisation. Alors, la formation continue. Donc là, je vais y rester un petit peu quand même pour insister lourdement parce que quand on est en micro-entreprise, souvent, eh bien, on ne sait pas qu'on a le droit d'avoir de la formation continue. En fait, on a le droit à environ 1 000 € de formation continue. Parce que dans l'URSSAF, dans les cotisations d'URSSAF, il y a la cotisation de formation continue. Donc, même si, par exemple, on a justement un tout petit chiffre d'affaires de 100 €, on a droit à de la formation continue. En fait, même si on n'a que 100 € de chiffre d'affaires, on peut avoir droit à 1 000 € de formation continue. À la fin de l'année, si vous n'avez pas touché à vos droits, si vous n'avez pas demandé de formation, eh bien, vous aviez un budget de 1 000 €, eh bien, le budget, il s'effondre. Il n'y a plus. Ah, il faut attendre l'année prochaine que vous fassiez de nouveau du chiffre d'affaires pour de nouveau ouvrir vos droits à la formation continue. Il faut aller sur son espace URSSAF, aller dans Documents. Dans Documents, il y a Contribution à la formation continue. Et donc, ça, c'est un document que l'on va télécharger et que l'on va donner à son OPCO pour dire, regardez, voilà, j'ai les droits à la formation continue. D'abord, vous allez voir un organisme de formation. En fait, Ok. comme moi, Nathalie, en fait, si vous voulez faire une formation sur les réseaux sociaux, vous allez voir Nathalie. Et donc, Nathalie va voir avec vous quels sont vos besoins. Si vous voulez faire une formation en gestion comptable, vous venez me voir et je vais voir avec vous quels sont vos besoins. On va voir donc, bon, on sait en tant que micro-entreprise qu'il ne faut pas aller au-delà de 1 000 € et même on peut aller voir, on peut téléphoner, on peut demander, bon, c'est quoi le budget donc à ne pas dépasser. Donc à ce moment-là, on fait un devis, un programme que l'on met sur l'espace, sur le site de l'OPCO. Et là, on attend que l'OPCO nous dise, bon, ben, c'est OK, vous pouvez y aller. Et donc, à ce moment-là, on fait la formation. Une fois que la formation est faite, on fait la facture, on envoie la facture à l'OPCO et l'OPCO paye donc l'organisme de formation. Voilà. Alors, l'attestation de versement est sur le site de l'URSSAF, puisque c'est l'URSSAF qui collecte la contribution à la formation continue. Donc là, on a vu la micro-entreprise. Le choix entre l'entreprise individuelle ou la SASU. Première partie, la micro-entreprise. Enregistrée avec les créatrices du CIDF de Montpellier.